Donc let's go. Donc c'est l'hebdo de l'investisseur gaming 31. Du coup. Donc on va y aller. Tac 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 tac. Ça c'est bon. Donc l'avant-propos comme à chaque fois hein, avec l'AMF. Tout ce qu'on dit ici c'est à prendre pour ma vision propre. Qui est une vision vraiment, on essaye de vous expliquer la stratégie des sociétés. C'est des choses, voilà. Et si vous voulez acheter ou vendre des valeurs, prenez conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Allez, on continue. Hop là, par contre, je voudrais bien que ça se mette en grand écran chez vous. Donc, hop. Hop. Pourquoi ça se met pas en grand écran chez vous? Arrêtez de lancer la diapositive. Oh, forcément, mais c'est pas possible cette histoire. Ça va pas se mettre correctement, ça. C'est vraiment la catastrophe aujourd'hui. Bon, on va faire encore une fois autrement. Hein, c'est vraiment la catastrophe. Je déteste quand ça fait comme ça. Alors, tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Donc en fait, on va passer sur... Non, c'était quoi avec le slide? C'est celui-là. Voilà. Donc on va passer sur celui-là. Avec le diaporama, je vais vous enlever ce diaporama-là. Hop là, je rajoute le nouveau. Ajouter, tac. Gaming GH, le nouveau. Hop. Hop là. Et du coup, ça, c'est bon. Et du coup, voilà, on en était ici. Et excusez-moi. Ouais, PowerPoint pour les nuls. Non, mais c'est parce que je suis en multi-écran et du coup, ça prenait pas le bon avec OBS. C'est un peu... Enfin, c'est chiant. Voilà. Mais bon, allez, let's go. Du coup, au niveau du sommaire, on a les ventes de consoles semaine 35. On a Ikea qui se lance dans le gaming. On a Sony qui fait son mercato. Nintendo qui descend ses prix. Ubisoft qui s'associe avec Binge. Et on a les analyses des résultats du S1 de Team 17. So, let's go. Et après, on aura vos questions. Donc, les ventes, hein, bon, bah, comme d'habitude, il y a la Switch qui remonte très légèrement au-dessus des 300 000. Hein, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Les deux autres qui descendent, mais qui sont assez proches de là où elles étaient avant. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de ouf. On continue. Donc là, vous avez les ventes d'août aux USA. Donc Madden NFN qui est premier. Hein. Après, vous avez Ghost of Tsushima. D'accord, qui remonte avec l'update graphique qu'il a subi sur PS5. Vous avez Call of Duty Black Ops. Vous avez Humankind qui fait un très bon début. Vous avez Marvel Spider-Man, Mario Kart 8, The Legend of Zelda, Minecraft, Assassin's Creed Valhalla et MLB The Show 21. Les ventes de jeux sont en hausse en tout de 7% par rapport à l'année dernière, donc on est toujours en croissance par rapport au Covid. Les dépenses de l'année sont en hausse de 37,9 milliards, donc on est en hausse de 13% par rapport à 2020. Donc bon, les gens qui vous disent c'est la décroissance après la période de Covid et tout, bon, hein, ils n'ont pas bien compris les chiffres, d'accord ? Les ventes de consoles atteignent une hausse de 45%, donc il y a une partie de cette hausse de chiffre d'affaires
de cette année qui vient des consoles, mais la majorité vient pas encore des consoles. Si on retraite des consoles, on est toujours en hausse sur les jeux vidéo. On est en hausse de 1 ou 2%, je crois, un truc comme ça, sans les consoles. Donc c'est pas une hausse colossale, mais c'est pas du tout ce qu'on vous vend dans les médias, comme quoi c'est un retournement complet du cycle. Après une super croissance en 2020, on fait une décroissance en 2022, 2021, non, non. En 2021, on fait une stagnation plus ou moins, enfin une stagnation. Il y a des secteurs qui aimeraient bien faire 2% de croissance, mais au global, on fait entre 1 et 2% de croissance si on enlève les effets de périmètre qui sont dus au lancement des nouvelles consoles, ce genre de choses qui effectivement boostent un peu le chiffre d'affaires sur la partie hardware. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. On continue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'IKEA se lance maintenant, hop là, se lance dans le gaming en faisant son propre mobilier, hein. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, je vous l'ai toujours dit, plus il y a de gens qui se lancent dans le gaming, plus il y a de gens qui sont dans le secteur, plus ça veut dire quand même que le secteur est intéressant. Quand vous avez des grands acteurs qui viennent dans votre secteur et qui s'y installent, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce secteur-là et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc ça c'est vraiment des choses très très intéressantes. Donc en fait, Ikea va passer par un partenaire, donc ils ont pris comme partenaire Asus à travers sa marque ROG, donc Republic of Gamers, et le but de Asus, ça va être de pousser cette marque pour créer un peu des nouveautés, ce genre de choses, et de faire du mobilier. Pour le moment, ça serait que du mobilier, hein. Donc ça serait pas encore du périphérique, donc des claviers souris, mais vraiment enfin chaises, bureaux, ce genre de choses. C'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un secteur que beaucoup d'équipementiers ont laissé. En fait, les équipementiers comme Asus, comme Logitech et tout, ils se sont installés très tard dans le mobilier. Et depuis quelques années, il y a des pure players, des chaises surtout, parce que c'est sur les chaises que ça a été le plus fort. Des gens comme Nobelshare ou ce genre de choses qui ont créé des business à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'y est mis. Maintenant, le nouveau trend, c'est vraiment les bureaux gaming avec tout ce qu'il faut pour bien jouer, bien machiner. Les chaises, c'était la nouveauté il y a 3-4 ans, on va dire. Et les bureaux, c'est une nouveauté qui arrive un peu après. C'est poussé aussi par les streamers, c'est-à-dire vous voulez la chaise qu'à votre streamer, ce genre de choses. Donc voilà. L'autre point clé, c'est que si vous prenez les chaises, si on prend les chaises pour gamers, c'est très bien pour les entreprises parce que c'est entre la chaise de bureau qui est très très bien margée et qui est avec de la techno très très poussée et la chaise classique. Et du coup, ça c'est intéressant pour les acteurs parce que quand vous êtes au milieu, ça permet aux acteurs un peu plus traditionnels comme Ikea, Conforama et tout de vendre un modèle un peu plus cher, donc avec un peu plus de marge, même si on n'est toujours pas au niveau de ce que vous trouvez dans le B2B, hein, avec ça. Donc voilà. Euh, donc ça c'est pour 2022, les premiers meubles. Donc il faudra vérifier vraiment la traction qu'a Ikea là-dessus. Et est-ce qu'il y a des innovations, est-ce qu'il n'y a pas d'innovation, est-ce qu'il y a des choses, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant aussi pour quelqu'un comme Asus parce que ça va pousser sa marque. Et donc il sera intéressant de voir si le fait d'avoir des meubles permet aussi de vendre des PC ou ce genre de choses et donne une traction un peu plus forte à la marque Asus, qui a d'ailleurs très bien réagi en bourse à la suite de l'annonce, hein. Donc voilà, voilà. Hop là, on continue. Donc vous avez Sony qui fait son mercato. Alors pourquoi est-ce que Sony fait son mercato? C'est assez simple. Ils ont été recruter l'ancien CEO de Capcom USA et qui a été aussi CEO de Capcom, qui est resté pendant 10 ans chez Capcom et qui est parti en août dernier. Voilà, donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les boîtes japonaises, ça n'a jamais été des boîtes avec un mouvement très très fort. Généralement, vous avez des cassures très forts, Konami avec Hideo Kojima, ce genre de choses, des choses bien, bien ciblées qui sont généralement des cassures bien fortes. Mais au niveau des top management, vous avez rarement des top managers qui partent d'eux-mêmes et qui vont dans une autre boîte. C'est quelque chose qui se fait pas trop au Japon. Vous êtes viré, ça voilà, vous partez. Mais quand vous partez comme ça pour aller ailleurs, ça se fait pas trop. Ça montre vraiment l'envie de Sony d'investir très fortement dans le gaming, hein.
Vraiment, entre les derniers achats qu'ils ont fait, ce système de mercato qui est quand même pas courant, surtout sur des acteurs japonais, ça vous montre vraiment une envie chez Sony de faire des choses. Et ça, c'est très très bien parce que même s'ils n'ont pas les mêmes moyens que Microsoft, s'ils ont une envie qui est très très forte, ils peuvent réussir à faire des choses. Voilà. Alors que c'est sûr que si vous n'avez pas d'envie et pas de moyens, vous faites rien, quoi. Mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens mais beaucoup d'envie, vous pouvez faire mieux que quelqu'un qui a beaucoup de moyens mais qui n'a pas beaucoup d'envie. Donc voilà. Vous avez Nintendo qui descend ses prix. Donc ça, c'est une information qu'on a obtenue par le biais de Axios, d'accord, qui est un journal américain. Donc il y a des prix qui sont descendus. Donc on passe à 259 livres 99 et 290,99€ versus avant 279 livres 99 et 329,99€. Donc ça, c'est que européen pour le moment, c'est des prix qui sont vraiment que européens. Ce que ça montre, ça montre la volonté de Nintendo d'occuper tous les segments de prix, hein. Vraiment. Parce que si vous prenez maintenant la Switch Lite, vous arrivez à être en dessous de 200€, vous allez être à 299 avec la Switch normale, et la Switch OLED, vous serez sur 350, ce genre de choses. Donc vraiment, vous avez une capacité d'occuper la zone au niveau prix qui est intéressante. Ça montre aussi que malgré le prix des semi-conducteurs, Sony arrive à faire des choses. D'accord. Pardon, pas Sony. Nintendo arrive à faire des choses. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que, vu le prix des semi-conducteurs, on aurait pu se dire que Nintendo, qui est toujours structurellement quelqu'un qui gagne de l'argent sur ses consoles, et je vous explique depuis longtemps que la différence entre Nintendo et Microsoft et Sony, c'est que Microsoft et Sony n'ont pas vraiment de vocation à gagner de l'argent sur la console. Ils essayent d'en gagner sur l'écosystème de la console. La console en elle-même, ils se font souvent des pertes pendant très longtemps. Hein, il faut vraiment une courbe d'apprentissage très très poussée. Il me semble de mémoire, hein, sur la PS4, il avait fallu plus de 18 mois de courbe d'apprentissage avant de faire ne serait-ce qu'$1 de profit sur la console. Et quand je vous parle de profit, c'est de marge, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut faire du travail derrière encore pour faire du profit net. Donc ça vous montre un peu le temps qu'il y a entre le moment où vous installez un parc de consoles et le moment où, quand vous vendez des consoles, vous allez faire de l'argent. Donc en fait, ça vous montre qu'il y a une capacité de Nintendo à avoir un prix un peu plus faible, et donc il y a une compétence et une courbe de progression qui a quand même été atteinte chez Nintendo et qui permet de faire des choses. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Vraiment, c'est quelque chose. Moi, je m'attendais pas à ce qu'avec les prix actuels des semi-conducteurs, ils arrivent à faire ce genre de choses. Après, il faudra voir au niveau de la marge. Ça paraît pas être un jeu marketing, parce que il n'y a pas vraiment de concurrence en Europe, et on voit pas l'Europe comme une zone qui se comporte moins bien au niveau de vente de consoles Nintendo par rapport aux États-Unis ou ce genre de choses. Donc ça semble pas vraiment être un play pour essayer de garder de la part de marché, ou pour être voilà, sur ce genre de choses, mais ça semble plus être un play vraiment le prix il descend, donc on le répercute un petit peu. Après, ça peut être un play, un mouvement qu'ils font pour préparer Noël, c'est possible, mais ça n'a jamais été dans la façon de faire de Nintendo, de faire ce genre de choses, d'être agressif sur le prix. Ils n'ont jamais fait ce genre de stratégie, donc ça me paraît quand même bizarre. Donc il faudra voir. Je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de faire une vraie différence entre le prix de la OLED et le prix de la Switch classique. Et ça, c'est intéressant, à mon avis, pour tout le monde. Parce que je pense que s'ils avaient eu un prix qui aurait été trop près entre la OLED et la classique, les gens auraient dit à quoi ça sert d'acheter de la classique. Et certains auraient trouvé la OLED trop chère pour les compétences qu'elle a, donc ils auraient peut-être perdu un peu des clients. Mais ça, on verra dans les datas de la fin de l'année, en comparant les datas des ventes aux États-Unis où ils n'ont pas bougé les prix, et les datas des ventes en Europe où ils ont bougé les prix. Donc voilà. Vous avez Ubisoft qui s'associe avec Binge. Donc Binge, c'est un Netflix-like, hein, mais orienté vers les gamers, où vous allez avoir des séries télé,
mais sans abonnement. Ça sera vraiment de la publicité, ce genre de choses, et il y aura un côté un peu gamifié avec des chats pour discuter, avec des moyens de gagner de l'argent et tout. Enfin, ils n'ont pas encore été vraiment très clairs sur tout ce qu'ils allaient permettre dans leur plateforme, mais c'est une plateforme qui est intéressante et qui fait un peu de bruit aux États-Unis. Et ils cherchaient des grosses licences pour se lancer, et ils ont signé un partenariat avec Ubisoft pour relancer la licence Driver et en faire une série. Donc ça vous montre quand même que, comme je vous l'explique, hein, le catalogue de licences d'un éditeur, il a de la valeur. C'est-à-dire que Driver, ça faisait très longtemps qu'on n'en entendait plus parler chez Ubisoft. Là, vous lancez une série avec Binge. Le risque pour Ubisoft, il est assez faible. La licence, elle n'existe quasiment plus. Elle n'est pas utilisée. C'est un bid. Tant pis, c'est un bid. Ça marche. La licence, c'est une super série. Déjà, la licence, elle appartient à Ubisoft. Donc même si Binge meurt, ou si Binge est un échec, s'il faut faire une saison 2, ils trouveront toujours Netflix ou un autre pour reprendre la licence. Donc là, on gagne de l'argent. D'accord ? Mais vous avez autre chose aussi. C'est que si ça a réussi, et si Binge est une réussite, Driver, c'est une licence qui va être mise en avant. Et en fait, en ayant cette licence qui est mise en avant, Ubisoft, ils vont pouvoir travailler dessus et se dire, tiens, la série, elle a bien marché, il faut qu'on fasse un jeu. Et le jeu aura l'attraction du fait que la série... Alors que s'ils relancent une série, un jeu Driver là, ok, ils ont une licence, il y a des fans, ce genre de choses, mais ça reste limité. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, et c'est ce que je vous dis souvent, c'est-à-dire quand vous achetez un studio de jeux vidéo, essayez toujours de comprendre un peu le catalogue qu'il y a derrière et les licences qu'il y a derrière. Et est-ce qu'il y a des licences qu'on pourrait ramener et qui pourraient gagner beaucoup d'argent ? Si oui, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand vous faites votre investissement. Parce que c'est vraiment des catalystes qui sont assez importants et qui peuvent être très très intéressants. Après, attention, c'est des catalystes qui sont très risqués. Donc il faut vraiment les modéliser en se disant, il y a un potentiel en plus de ça. Ça me permet d'avoir une vision de ma société en me disant, je sais pas, j'achète Ubisoft par exemple et j'ai une vision que ça devrait valoir 50% de plus. Je me dis, ça devrait valoir 50% de plus. Au pire, ça perdra peut-être 10 ou 15%. Donc c'est un play qui est intéressant à faire. Et je me dis, en plus, le catalogue d'Ubisoft, il peut débloquer une valeur supplémentaire de 20 ou 30% de la valorisation de la société. Après, est-ce que le management arrivera à débloquer cette valeur ou pas ? Ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Mais ça veut vous dire que si vous avez 50% d'upside et qu'en plus vous vous dites qu'il y a 30% d'upside en plus qui sont dus au catalogue, qu'on va pouvoir débloquer en partie ou pas, entre guillemets, c'est un ticket de loto que vous avez en plus. Et ça, c'est toujours intéressant quand vous avez une société et que vous avez un ticket de loto en plus. Généralement, les marchés valorisent très mal les tickets de loto. D'accord ? Mais par contre, pour nous, investisseurs long terme, c'est très intéressant. Parce qu'un ticket de loto, vous êtes investisseur à 1 ou 2 ans, ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. Vous êtes investisseur à 4 ou 5 ans, vous avez plus de chances que le ticket de loto se matérialise et crée de la valeur. Et si vous aviez une business unit, elle est valorisée 0 par tous les analystes. Au bout de 3-4 ans, elle commence à délivrer quelque chose et les analystes se disent, putain, il faut qu'on la valorise. Vous avez valorisé votre société à l'époque sur 2 business units par exemple, en vous disant, et la dernière, vous la gardez en cadeau. D'accord ? Et quand la dernière va commencer à matérialiser quelque chose, l'upside pour votre société, il va être considérable. Vous le voyez beaucoup sur certains papiers d'analyse où vous voyez des gros upsides de valorisation d'un coup de 50 ou 60%. C'est parce qu'il y a des analystes qui n'avaient pas prévu, qui n'avaient pas valorisé certaines choses. Et du coup, quand on les valorise, tout de suite, la valorisation de la société, elle fait un bond. Vous l'avez souvent dans l'univers du logiciel ou dans l'univers des biotech. Dans l'univers des biotech, vous avez beaucoup de gens, ils ne valorisent pas les molécules quand elles sont trop au début de leur vie, entre guillemets. Et du coup, vous avez des biotech qu'on dit late stage, qui ont beaucoup de molécules de dernière génération, mais qui ont des molécules qui sont au début de leurs études cliniques. Et généralement, il y a des grosses revalorisations quand une étude qui est au début de son parcours clinique fait un bond en avant, et que là où avant elle était valorisée rien du tout dans le pipeline de la société, elle fait une bonne phase 1 ou une bonne phase 2, et du coup, tout de suite, la valorisation, elle prend plusieurs centaines de millions au niveau des analystes. Ça, c'est à peu près la même chose. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes à avoir. Je vous conseille de toujours un peu regarder ces tickets de loto, parce que c'est des choses qui souvent ont un grand intérêt. Hein. Voilà. On va continuer. Donc là, on est sur les résultats de Team 17. Hein. Donc vous voyez, il y a une croissance qui est continue. La majorité de la croissance, elle est issue quand même des DLC et du back catalogue.
C'est une société qui, comme je vous l'ai dit, est intéressante parce que c'est une société qui fait avant tout des jeux à plusieurs qu'on va jouer à plusieurs et le but ça va être de s'amuser. Donc c'est vraiment un type de jeu unique qui se rapproche un peu de ce que fait Nintendo avec Mario Party, ce genre de choses, ce qu'on appelle des party games. Et c'est des choses qui sont très très intéressantes parce qu'il n'y a pas tant d'acteurs que ça qui sont dans le party game. Donc vous avez des jeux voilà, qui sont très connus chez eux comme Overcooked, qui est un jeu où vous gérez une cuisine avec il faut amener la tranche de pain, après la tranche de viande et tout. Et le but c'est de faire le plus de burgers possible, ou d'autres choses d'ailleurs. Et ça c'est très très intéressant parce que déjà c'est des jeux qui sont assez simples généralement, c'est des jeux qui ont des gros avantages sur les DLC parce que les DLC sont assez simples aussi mais ils peuvent apporter vraiment énormément de gameplay en plus. Voilà, typiquement dans les cuisines vous pouvez avoir une nouvelle type de cuisine, ce genre de choses, et tout ça c'est des choses qui coûtent pas forcément très cher à faire et qui ont une très très forte rentabilité. Donc c'est une société qui est assez intéressante. On va continuer. Au niveau du profit, c'est une société qui a toujours eu des profits en hausse depuis les 3 dernières années, hein. C'est vraiment toujours en hausse. Le cash, il est fortement en hausse aussi. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Tous les indicateurs sont plutôt au vert, hein, dans cette société, quasiment tous. Après, c'est une boîte qui a pris pas mal de valorisation ces dernières années. Là, en plus d'avoir une bonne publication, ils ont acquis la société qui s'appelle Story Toys, qui est une boîte qui fait des jeux ludo-éducatifs en prenant appui sur des licences, les licences de Disney, ce genre de choses. Et le but, c'est de faire apprendre des petites choses aux enfants, compter, ce genre de choses. Et c'est vraiment des applications qui sont très très téléchargées et très très intéressantes. C'est intéressant parce que l'univers un peu enfantin qu'a développé Team 17 mais qui était plutôt lié au party game, ils sont en train d'essayer de l'amener dans ce qu'on appelle le serious game, c'est-à-dire les jeux où on va essayer d'apprendre quelque chose. Et ce qu'on reproche souvent au serious game, c'est que souvent c'est moche et c'est concentré sur l'apprentissage d'une compétence clé. D'accord ? C'est pour ça que les serious games, c'est des jeux qui sont beaucoup développés dans la simulation surtout. Parce que dans la simulation, ce que vous cherchez à faire, c'est vraiment à simuler quelque chose et vous allez faire une simulation d'avion, une simulation de machin, et vous êtes sur quelque chose de très poussé, mais sur un environnement, voilà. Et les enfants, généralement, les serious games, il y a assez peu de serious games qui ont marché dans l'univers des enfants, parce que les enfants, ils ont besoin de s'amuser, et ils trouvent ça chiant en serious game. Là, l'idée, c'est d'aller importer les techniques du party game, donc du jeu, de la compétition, enfin de la toute légère compétition, pardon, il y a un coup dans le micro, et de les fusionner avec le ludo éducatif. Donc ça, c'est des choses qui moi me paraissent très très intéressantes. Alors après, ils sont au début, hein, ils viennent de l'annoncer, ça fait 2 mois qu'ils ont la société, un peu moins de 2 mois, 1 mois qu'ils ont la société avec eux. Donc c'est vraiment le tout début, mais je pense que c'est vraiment très très intéressant comme stratégie d'amener justement les codes du party game dans les codes du serious game. Surtout que avec les licences comme Disney, ce genre de choses, vous avez une appétence des enfants, c'est-à-dire ils ont envie de passer du temps avec la licence. Et si vous êtes capable de mettre en place les bons mécanismes d'apprentissage qui sont totalement ludo-éducatifs, donc qui sont toujours dans le monde du jeu, mais avec un côté d'éducation qui est, on va pas dire le but c'est pas de le cacher, mais l'enfant va pas s'en rendre compte. Et quand vous apprenez quelque chose à un enfant sans qu'il s'en rende compte, les choses s'apprennent bien mieux. C'est pour ça que par exemple des sociétés comme Roblox, qui sont des sociétés qui ont des jeux qui sont beaucoup joués par les enfants de 5, de 5 à 12 ans, une partie de ce qui s'est très bien développé chez Roblox et surtout ce qui s'est très bien développé en surcouche par abonnement, c'est-à-dire avec les parents qui payent en plus que pour le jeu Roblox, c'est tous les jeux ludo-éducatifs dans Roblox. Pourquoi ? Parce que quand les enfants ils viennent jouer à Roblox, ils aiment bien ça, ils aiment l'univers de Roblox. S'ils jouent à des choses qui sont marrantes mais qui en plus ont un côté éducatif, bah ils voient pas le côté éducatif, donc ils ont envie de passer du temps dessus et ils vont apprendre. Et ça, c'est un mécanisme d'apprentissage qui est très très fort. Il y a eu des études aux États-Unis, hein, il y a des jeux Roblox qui sont des jeux un peu type de plateforme, mais qui vous apprennent à compter et qui vous demandent quelques notions de mathématiques de base.
Et on s'est rendu compte que les enfants qui jouent à Roblox et qui jouent à ces jeux-là sur les tranches d'âge les plus faibles, hein, donc 6, 7, 8 ans, ils développaient des compétences mathématiques plus importantes que l'équivalent de la population. Parce que justement ce système de jeu, et sur lequel ils passaient beaucoup de temps, fait un système de répétition et vous apprenez. Donc le but c'est vraiment ça. Dans le call c'était très très bien expliqué. Et moi je pense qu'ils ont moyen de réussir. Alors après il y a des gens qui aiment pas ce genre de choses. Bon ça c'est un peu autre chose. Donc là vous avez la société, hein, Team 17. Donc vous voyez que comme beaucoup de sociétés dans le jeu vidéo, ça a beaucoup monté au début. Surtout dans les années 2019-2020. Et que depuis le point haut de 2020 ça s'est un peu arrêté. Bon après c'est une société qui est quand même assez chère, d'accord, parce que vous êtes sur une capi de 948 millions, vous êtes sur quelque chose qui a de mémoire 70 millions d'euros de cash, donc vous êtes en VE, allez, on va dire en étant généreux, on est à 850, d'accord, et vous êtes sur une société qui fait, ouais, bon an, mal an, un peu moins de 20 millions de rentabilité. Donc vous êtes quand même sur des multiples qui sont très très forts. Par contre, vous êtes sur des licences qui sont très phares. Overcooked, ça fait un certain temps que la licence est là. Vous êtes sur quelque chose qui se développe lentement mais sûrement, qui a une position vraiment excessivement forte sur son domaine. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes. Autre point intéressant, ces jeux party game et ces jeux un peu marrants et un peu ludo-éducatifs, c'est des jeux qui ont moins souffert de la Chine en fait. C'est des jeux qui en Chine ont moins souffert de la réglementation. Vous avez certains types de jeux en Chine qui n'ont pas eu de problématique de nombre d'heures limitées. Par exemple, quand vous êtes un jeune, vous ne pouvez pas jouer à des jeux en ligne en Chine en semaine, sauf les jeux ludo-éducatifs. Et ça, la plupart des comment ça s'appelle, des journalistes vous en parlent pas. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle un jeu ludo-éducatif en Chine? C'est très dur d'obtenir le statut de jeu ludo-éducatif en Chine. Donc c'est vraiment des jeux qui vous apprennent beaucoup de choses. Après, ils pourraient ouvrir la catégorie pour accepter des jeux un peu plus éducatifs. C'est sûr que jouer à Honor of King, c'est pas très éducatif. Et comme les gens, c'est un quasi... Enfin, c'est une sorte de LOL. Les gens, ils sont plus en train de râler les uns sur les autres et de s'insulter que de vraiment apprendre des choses voilà, autres que les mécaniques du jeu ou ce genre de choses. Peut-être que si y a des jeux qui vous apprennent les langues ou ce genre de choses, la Chine sera plus ouverte pour laisser les enfants dessus et il y a de la valeur à créer un peu partout, hein. Ça, voilà. Après, on continue sur le Parlons Gaming, donc le mobile première ligne, qui est un site indien de mini-jeux, hein, qui vous permet de parier ou de ce genre de choses, donc de gagner des cadeaux, de faire pas mal de choses, qui est lié à tout l'univers, la fusion de l'univers gaming et des casinos. C'est tout ce qu'on appelle les skill games, donc les jeux qui vous demandent du talent, ce genre de choses et tout. C'est tout un univers qui explose beaucoup. Vous avez beaucoup de sociétés comme ça qui sont très très intéressantes. Alors après, c'est des sociétés qui sont excessivement chères, mais en 2019-2018, il y avait pas mal de sociétés qui étaient intéressantes à acheter. Des choses comme Nlab, ce genre de choses, en Suède, en Finlande, il y avait beaucoup d'acteurs du gaming, enfin du casino en ligne, ou du pseudo-casino en ligne, parce que la plupart ils faisaient pas du tout du casino, mais ils faisaient vraiment des jeux comme ça. Et ça, c'est des sociétés qui sont très très intéressantes. Vous avez des acteurs qui ont vraiment explosé, comme l'anglais Evolution Gaming, qui a eu un parcours boursier astronomique, hein. Donc c'est des choses qui intéressent de plus en plus les investisseurs, c'est comment marier le pari sportif, enfin le pari, entre guillemets, parce que là c'est pas sportif, avec les jeux vidéo. Et vous faire parier que vous allez gagner le prochain match, que vous allez tuer 5 personnes, ce genre de choses. Donc ça voilà. Et ils viennent de lever 150 millions de dollars à une valo de plus de 2 milliards de dollars. Et ça montre aussi que l'Inde, c'est une terre de traction, hein, parce que vous avez vraiment de plus en plus de grosses levées de fonds start-up en Inde. Donc vraiment, l'univers start-up indien, il a pris ces 9 derniers mois un essor très très important. Avant, c'était important, mais c'était pas une place comme... Enfin, c'était pas une place où il y avait des levées de 100 millions toutes les semaines, quoi.
Maintenant, vous commencez à voir ça en Inde. Et ça, c'est très très rare. Avant, vous aviez ça plutôt en Chine, aux États-Unis. Si on regroupe un peu les pays un petit peu à Londres, vous aviez ça un peu moins maintenant. Et puis vous aviez ça un peu à Paris et à Berlin, mais c'était moins grand. Là, on sent quand même que au niveau de l'attraction, l'Inde va bientôt passer au niveau des financements des startups devant la France, l'Angleterre et tout ça. Il va vraiment être dans quelque chose. Alors après, vous n'êtes pas sur la même taille de pays, ce genre de choses, voilà. Vous avez la sortie de Battlefield 2042 qui a été décalée d'un mois et celle de Dying Light 2 qui est reportée en 2022. Donc ça c'est toujours la même chose, c'est les problématiques du Covid, c'est que la plupart des jeux ont pris du retard, donc ça il y a toujours des jeux qui sont retardés. Je pense que ça c'est toujours un risque important pour l'investisseur de gaming, c'est d'avoir une mauvaise nouvelle sur l'un de ces jeux avec un report. Alors ça a toujours fait partie des problématiques du gaming, hein, parce que comme vous êtes sur quelque chose qui est complexe à développer et qui n'est pas industrialisable, entre guillemets, bah forcément, vous avez des problématiques de création qui peuvent être très fortes. C'est comme l'industrie du cinéma, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas dire, c'est sûr, on va finir de filmer le film là. Si le film il est pas bon ou que les acteurs ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait, bah, il vous faut plus de temps. Et vous pouvez essayer de comprimer le temps, essayer de dire que vous en foutez un peu de la qualité, mais il faut quand même travailler ces films. Donc des fois, vous avez des dérapages plus ou moins contrôlés. Plus la société est bien gérée et plus généralement ces dérapages sont contrôlés. Mais voilà, il y a toujours quelques problèmes. Après, vous avez Digital Bros, l'italien, qui se lance dans les AA, dans les triple A, en ouvrant un studio au Canada, qui va s'appeler Nesting Games. Le côté un peu intelligent, c'est que au lieu d'aller se mettre dans le FPS ou dans des secteurs où il y a beaucoup de concurrence, Nesting Game va faire ce qu'on appelle des RPG et des JRPG. Donc c'est un style de jeu bien précis. Ce sera que des jeux solo, c'est pas des jeux qui seront faits pour être joués à plusieurs. Et le but c'est d'aller cibler des licences un peu comme Tales of Symphonia, où là vous avez juste en dessous Tales of Arise qui est la nouvelle version, qui vient de vendre plus d'1 million de copies en sa première semaine de sortie, ce qui est une très bonne nouvelle pour Namco Bandai. Mais ça montre justement que tous ces petits jeux et tous ces petits secteurs qui ont été un peu délaissés en disant ouais on vend 1 million, 2 millions de copies, c'est pas non plus des dizaines de millions, donc ça nous intéresse moins. Ça commence à intéresser des acteurs parce que voilà, maintenant c'est plus 1 ou 2 millions de copies qu'on vend, mais 3 ou 4. Et là où quand vous vendiez avant, bon an mal an, quand c'était une bonne année, 1,5 ou 2 millions de copies, c'était difficile de faire un triple A. Quand maintenant vous avez plutôt des choses où vous allez viser 4 millions, 4 millions 5 de copies, c'est beaucoup plus simple. Donc vous commencez à avoir des acteurs qui s'y intéressent. Donc ça c'est intéressant pour Digital Bros. Faudra voir après parce que là pour le moment ça va être une source de coûts et ils vont mettre un peu de temps avant de sortir leur premier jeu. Je crois que de mémoire ils parlent de 2023-2024. Donc c'est quand même assez loin. Voilà. Sinon, du coup, comme je vous l'avais dit, on fait le 23 septembre à 18h, on le fera sur YouTube et ici sur la chaîne Twitch. On fera un webinaire gratuit sur investir dans la tech chinoise, les risques et les opportunités. Ça sera en 2 phases. Il y aura une phase gratuite où on parlera plutôt de la Chine, de l'événement un peu macro, ce genre de choses. Et il y aura une phase un peu qui sera réservée aux abonnés New Tech Insider, où on parlera un peu plus en détail des sociétés et on ira un peu plus vraiment dans le détail, dans les risques, ce genre de choses. Et on vous donnera une liste de valeurs qu'on aime bien en Chine. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à vos questions. Parce qu'on a tout fait d'une traite, du coup, comme j'avais pris du retard. Donc voilà. Dites-moi s'il y a des questions. Pas de dossier Evergrande ce soir. Ah non. Que penses-tu du risque Evergrande par rapport à la bourse ? Je vous dirais que
Le risque Evergrande, ça fait très longtemps qu'il est connu en Chine. Vous prenez la PBOC, donc la Banque Centrale Chinoise, vous allez sur le rapport de 2018. Je ne vais pas vous le sortir là parce que c'est un peu compliqué. En plus, il y a tout qui bug ce soir, donc c'est la merde. Mais en 2018 déjà, la PBOC disait Evergrande est trop endetté, Evergrande fera faillite et il faut gérer cette faillite. D'accord ? Les banques rurales en Chine, il y en a 1500, il y en avait plus de 2500 il y a 5 ans. Ils en ont fermé 1000. Vous fermez 1000 banques en Europe, ça va gueuler. Hein. Et ils en ont fusionné, ils en ont machiné. L'avantage de la Chine, c'est quoi ? L'avantage du régulateur chinois, c'est quand il a décidé quelque chose, il l'impose à tout le monde. En France, vous voulez fermer une banque, forcer une autre banque à reprendre cette banque-là, vous allez avoir des résistances à faire. Vous avez une banque qui est en difficulté, vous allez dire à Crédit Agricole, reprends la banque. Crédit Agricole va dire, ah non, je veux pas les crédits pourris de cette banque, je veux pas les employés de cette banque, machin. Il va falloir faire pression, ça va mettre du temps. Comme vous allez faire pression, vous allez prendre des mois et des mois. La structure de la banque, elle a des difficultés, plus personne ne veut prêter à la banque et vous avez des gros risques qui se mettent en place. L'avantage en Chine, c'est quoi ? C'est que du jour au lendemain, les mecs se réunissent autour de la table, ils ont décidé qu'eux et c'était fini. D'accord ? Chez nous, vous avez bien les banquiers centraux qui peuvent se réunir autour de la table et se dire oui, bon, on va inonder le marché. Mais une fois qu'ils ont inondé le marché, and so what ? Si demain, je sais pas, mais on va prendre un groupe comme Orange, si demain Orange s'effondre, à part l'État français, pas grand monde peut faire quelque chose. Et imaginez si vous êtes un groupe, une fusion Orange, Telefonica, Deutsche Telekom, avec un méga groupe de télécom européen. Imaginez que ce groupe-là, il est très endetté, il va faire faillite. Il faut que le gouvernement français, le gouvernement espagnol, le gouvernement allemand, ils soient autour de la table et ils soient d'accord pour discuter. Et qu'ils arrivent à la même conclusion. Vous avez bien vu avec Air France la difficulté entre les Pays-Bas et la France. Donc la grande différence en Chine, c'est que toutes ces problématiques, elles n'existent pas. Si demain la Chine a envie de vous rassurer et a envie de dire Evergrande ne fera pas faillite, ils se mettent autour de la table avec les banques, ils disent aux banques vous prêtez à Evergrande et c'est fini. De toute façon les mecs s'ils prêtent pas ils giclent. Donc c'est assez simple. Donc ce que je veux vous dire c'est que si la Banque centrale avait identifié ce risque en 2018, et dites-vous bien que la Banque centrale chinoise a identifié énormément de risques dans son marché, y compris le risque immobilier. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ils se font pas prendre à revers. C'est-à-dire c'est pas les États-Unis avec Lehman où Lehman arrive et dit ce soir je peux plus payer. Et où tout le monde à la fête se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Non. C'est Evergrande, les mecs ils arrivent à la Banque centrale chinoise, la Banque centrale chinoise elle dit on sait, vous avez fait des conneries. Voilà. Donc ils sont déjà au courant. Donc à mon avis, Evergrande va faire faillite. Ça va secouer. Parce que les gens s'imaginent toujours en Chine qu'on fait jamais faillite. Parce que l'État chinois a pendant très longtemps eu une stratégie de subventionner ces entreprises zombies pour garder du travail en Chine ou ce genre de choses et pour acheter la paix sociale. Mais l'économie chinoise, elle a besoin maintenant de rentrer dans une ère de développement qui est un peu différente. Donc je pense que tous ces acteurs qui survivent ou qui jouent pas le jeu du marché, qui essaient pas de s'optimiser ou de ce genre de choses, la Chine va les détruire avec le temps. Donc à mon avis, Evergrande, ça va faire faillite. Mais par contre, est-ce que ça va être systémique ? Absolument pas. Parce que tous ceux qui vous disent les chantiers d'Evergrande vont s'arrêter, ce genre de choses, moi j'y crois pas un seul instant. Je pense que la Chine va faire, c'est la Chine va dire vous êtes prêteur d'Evergrande, vous détenez maintenant les actifs immobiliers d'Evergrande. D'accord ? Vous détenez ces actifs, ils ont une valeur. Votre boulot, c'est pas vous êtes un prêteur, donc votre boulot, c'est pas de faire de l'immobilier. Donc ce que le gouvernement chinois va vous dire, c'est vends tes projets de construction à quelqu'un d'autre. On va tordre les investisseurs qui vont perdre beaucoup d'argent, les investisseurs obligataires, mais ça, encore, c'est pas... Quand un investisseur obligataire perd de l'argent, c'est un problème, mais c'est pas le plus gros des problèmes. Et en fait, on va les tordre, et les maisons et les appartements ils vont vraiment être finis. Là où ça peut poser un problème, c'est que vous avez beaucoup d'assureurs chinois qui sont exposés à Evergrande, et les assureurs chinois, c'est des produits qu'on a vendus aux Chinois pour leur retraite ou ce genre de choses, et ça peut poser un petit problème.
Alors après, à mon avis, je vais vous dire, il y a une solution très très simple pour ça, c'est d'inonder un peu le marché de liquidité, ça fait repartir le marché à la hausse, on détend les ratios qu'on demande aux sociétés d'assurance en Chine, ce qui leur permet d'investir un petit peu plus, on fait remonter un peu le marché avec un coup de planche à billets, et tout sera oublié. Donc voilà, et s'il y a bien un pays où ils peuvent le faire efficacement en se mettant 3 ou 4 autour de la table très rapidement, c'est la Chine. Autant vous voulez faire ça en Europe, les Allemands ils vont pas être d'accord, le machin et tout, c'est le bordel. Autant en Chine, c'est pas tant le bordel que ça. Donc je pense que beaucoup de gens s'imaginent que vraiment Evergrande c'est quelque chose que Pékin avait pas vu venir ou ce genre de choses. Pékin avait très bien vu venir Evergrande. C'est d'ailleurs Pékin qui a précipité la chute d'Evergrande parce qu'en fait Pékin a demandé aux municipalités d'arrêter de faire ce qu'on appelle les mises aux enchères des terrains. Et en fait, la stratégie d'Evergrande, c'était quoi? C'était de surpayer ces terrains pour s'endetter très fortement. Quand ils achetaient un nouveau terrain, ils utilisaient de l'endettement de ce nouveau terrain pour finir l'immeuble d'avant. Et en fait, en faisant ce système-là, c'est un peu un Ponzi, c'est comme vous achetez de plus en plus cher les terrains, que le prix de l'immobilier monte, vous êtes toujours gagnant sur un projet, mais en fait, le financement du projet A, il va être financé par le début du projet B. Et vous empalez et vous bâtissez des trucs. Et c'est ce qui a permis à Evergrande de prendre de la part de marché très très rapidement dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez quand vous êtes dans un métier physique comme l'immobilier, vous pouvez difficilement multiplier les petits pains. C'est difficile de croître 40 fois plus vite que vos concurrents. Parce que si vous voulez, vous n'êtes pas dans le digital, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel très fort ou ce genre de choses. Vous avez des stratégies qui sont différentes, ça d'accord, mais construire un immeuble, ça prend du temps. Donc quand vous investissez dans un immeuble que vous voulez construire et le vendre, il y en a pour 3 ou 4 ans. Et c'est partout pareil. C'est vraiment partout pareil. Donc quand vous avez un acteur comme ça dans des secteurs qui croît beaucoup plus vite que les autres, ça veut dire qu'il s'endette. Typiquement, vous avez Capelli. Capelli, moi je les ai déjà vus plusieurs fois, ils vous disent qu'ils ne sont pas valorisés correctement. Mais pourquoi la bourse ne valorise pas Capelli comme ça? Parce que Capelli est très endetté. Pourquoi est-ce que Capelli est très endetté? Parce que Capelli a voulu prendre de la part de marché dans son secteur et qu'ils ont été s'endetter très fortement. Et du coup, maintenant, Capelli, ils sont un peu bloqués. Pourquoi? Parce que pour aller de l'espace d'après, ils auraient besoin d'aller lever des fonds. Mais en fait, ils ne peuvent pas lever des fonds parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas une valorisation juste. Comme ils sont déjà trop endettés, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc en fait, soit ils font de l'ingénierie financière pour monter le modèle plus loin, mais ils vont le risquer, soit ils sont obligés d'arrêter de faire de la croissance un certain temps pour avoir un peu moins de levier, ou ce genre de choses. Mais si vous avez un acteur d'un secteur immobilier qui fait de croissance sur croissance chaque année et qui fait une croissance très forte, généralement au niveau de l'aspect financier de la société, il y a quelque chose de pas net. Ça, c'est obligatoire. Ok, mais la dette non remboursée ne risque pas de faire un trou dans la caisse de banque internationale. Si, non mais alors, il y aura un trou dans la caisse. Après, la question, c'est qui va obtenir un trou. C'est-à-dire, si demain, BNP Paribas te dit je détiens 50% de la dette de Evergrande, c'est problématique. Si demain, BNP te dit j'ai 1 milliard de dette d'Evergrande, que Crédit Suisse te dit j'en ai 2, que Goldman Sachs te dit j'en ai 1, et que c'est dilué. C'est dilué. Je tiendrai à vous rappeler quand même que Crédit Suisse a pris 10 milliards de pertes sur Greensill au début de l'année, plus après 3 milliards sur Wang et sur son family office. Donc ça fait 13 milliards. Ça n'a pas fait une problématique colossale. Et l'effondrement du hedge fund de Bill Wang, ça a coûté combien? Ça a coûté de mémoire 15 milliards ou 20 milliards. Là, il y en a pour 250. C'est un peu plus. Mais si vous voulez, voilà, il y a quand même de la liquidité sur le marché, il y a quand même des choses. Voilà, vous avez des acteurs qui détiennent. Alors après, il y a des acteurs qui pourraient souffrir très fortement. Vous avez des rumeurs comme quoi le stablecoin, le Tether par exemple, il y aurait pas mal de commercial paper de Evergrande dans les réserves du Tether. Donc ça pourrait poser des problèmes, ce genre de choses. Mais après, de toute façon, c'est la problématique la plus forte dans le monde financier à l'heure actuelle, c'est qui détient quoi. Et ça, c'est très compliqué de le savoir.
Imaginons Tether, il vous dit on détient 15 milliards de dettes d'Evergrande. Ça peut faire s'effondrer tout le marché des cryptos. Mais vous savez pas si Tether ils détiennent 100 millions ou 15 milliards. Ça ne savait rien. Et vous pouvez pas le savoir. Et vous le saurez jamais. Malheureusement, ça c'est un risque. euh, le signe noir comme ça, c'est un risque que vous pouvez pas matérialiser et que vous pourrez jamais matérialiser. Parce que voilà, alors, vous pouvez dire je vais sortir du marché des cryptos parce que je pense que il y a potentiellement un effondrement et vous vous dites je sors maintenant et je rentre quand l'histoire est d'Evergrande, ça a fini. C'est une solution. Mais ça se trouve le marché des cryptos il va faire plus de 50% pendant ce temps-là. Il n'y a jamais de bonne réponse à ce genre de questions. Il existe des risques sur Evergrande, ils sont importants. Après, moi je suis d'avis que les Chinois, ils savent très bien qui détient la dette d'Evergrande et qui il va falloir aider et qui il va pas falloir aider. Si la Banque Centrale Chinoise sait les choses depuis 2018, à mon avis, ils ont déjà fait les trucs. Et l'avantage en Chine, c'est que ils vont choper le dirigeant d'Evergrande. Donc déjà, en chopant le dirigeant d'Evergrande, ils vont plus ou moins savoir tout ce que la boîte a fait de pas net. Chez nous, déjà, le temps qu'on inculpe le dirigeant, qu'on le contraigne à parler, machin et tout, il s'est passé 6-9 mois, la contagion, elle a touché tout le monde s'est rendu compte dans ses comptes qu'il avait des trucs, c'est la merde. En Chine, déjà, les banques qui vont être lourdement exposées, il y en a beaucoup qui vont tout de suite aller vers le régulateur pour le dire, tout simplement parce que si elles vont pas le dire au régulateur, le problème c'est que leur top management risque son cul. Alors que chez nous, il y aurait beaucoup de top management qui essaieraient de le planquer sous le tapis en disant on va essayer de s'arranger, de pas tout à fait communiquer, comme ça, bon. C'est un peu ce qu'avait fait la banque belge. Punaise, j'ai perdu son nom. Euh, non, c'était pas Fortis. Avant, ça s'appelait Fortis, mais Dexia, ouais, c'est ça, Dexia. C'est ce qu'avait fait la banque belge. Si vous reprenez en 2008, les interviews au, au Parlement des patrons des grands groupes français, il y avait des députés qui posaient la question de comment vous êtes exposés. Vous prenez ce qu'ont dit les patrons de Dexia à l'époque, c'est incroyable. Alors soit c'est des billes et ils connaissent rien à leur banque, soit c'est des menteurs. Mais en fait leur exposition c'était, j'avais lu un papier à l'époque, mais de mémoire c'était 8 fois ce qu'ils avaient déclaré au Parlement, face aux députés. Ça en Chine, c'est pas possible. Vous faites ça, vous passez au quick quoi. Donc les managers, ils sont bien courants en Chine, ils sont courants en Chine de ça. Donc ils y font très très attention. Parce que, ok, peut-être ils vont perdre leur place parce qu'ils ont mal géré le business. Mais s'ils sont honnêtes, ils ont des chances de pas finir au quick. Alors que s'ils sont pas honnêtes, c'est sûr qu'ils finissent au quick. Donc voilà. Pas d'impact sur la bourse chinoise de la tech. Ah, et la tech chinoise. Ah, si, il y aura un impact. Mais ça, c'est du bruit, c'est toujours la même chose. La question, c'est est-ce que tu veux que je te dise que ça va baisser de 15% et qu'après ça va rebondir? J'en sais rien. Est-ce que c'est pas cher? À l'heure actuelle, les entreprises en Chine, il y en a qui sont vraiment pas chères. Est-ce que ça peut devenir encore moins cher que pas cher? Ah, bien sûr. Après, moi, ma question, c'est quoi? C'est ma valorisation de la société. Ma valorisation cible, c'est 100. Ma société, elle vaut 40. Est-ce que ma société, elle peut valoir 30? Oui. Mais je pars du principe que j'ai 60 à gagner. Donc je vais l'acheter à 40, quitte peut-être en racheter à 35 si ça va à 35, puis à 30. Et si j'en ai acheté à 40, que la société elle descend à 39 et qu'après elle remonte à 70 ou 80, bah, j'aurais fait mes sous et puis j'aurais eu qu'une partie de ma ligne. C'est des choses que vous devez gérer, le point d'entrée, vous devez le gérer avec la taille de votre ligne et votre nombre de lignes. Voilà. Mais l'histoire de dire la Chine, le point bas c'est X points, le point bas sur le CAC c'est 6225 et tout, ouais. Je vais vous dire, ça fait des années et des années que je discute avec un certain nombre de personnes, Béchad, machin et tout. Voilà. J'en ai vu passer beaucoup des traders. La plupart du temps, une fois de temps en temps, ils ont raison, et la plupart du temps, ils ont tort au niveau des points. C'est très compliqué. Surtout quand vous êtes sur un système de crise comme ça, où vous avez un aspect bruit qui est très important avec ce qui se passe dans les marchés, est-ce que les marchés comprennent pas, ce genre de choses. Ça peut être très très violent. Le jour où Reuters a publié que l'approbation des jeux en Chine allait être stoppée et qu'on ne pourrait plus lancer de nouveaux jeux, la tech chinoise perdait, enfin les compagnies de jeux vidéo chinoises perdaient 5%. Le quotidien du peuple chinois,
publie une news en disant on va pas le Parti communiste n'interdit pas les nouveaux jeux, mais on va réduire le nombre de nouveaux jeux. On est passé de moins 5% à plus 2%. Le delta est considérable. Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient vous dire ouais, à moins 5, fallait acheter, on était sûr du rebond parce que graphiquement ceci, cela. Non, vous pouvez pas savoir. Et vous pouvez pas savoir que le Parti communiste va communiquer ou va pas communiquer. Vous savez pas. Ce dont on peut se douter, c'est que le Parti communiste chinois, il n'a pas d'intérêt à ce que ses actions s'écroulent et soient très basses très longtemps. Parce que les Chinois, ils sont investis dans leur marché. Donc si vous voulez driver la consommation, il faut généralement que votre marché financier il soit haut. Parce que si votre population, elle épargne pour sa retraite, mais que son épargne perd de sa valeur et que vos sociétés perdent de la valeur, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre peuple il va moins consommer, parce qu'il va devoir encore plus épargner pour se mettre à l'abri à la retraite. Et comme la Chine a envie que son peuple consomme pour passer de usine du monde à quelque chose de plus, bah, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un stock qui s'effondre de 80% et puis de dire on s'en fout et c'est comme ça. Non, c'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. Et vous pouvez pas non plus dire les Chinois on va leur donner de l'argent made in planche à billets. Parce que si vous commencez à dire ça, votre monnaie elle vaut plus rien. Si vous imprimez des billets pour acheter des actions, les gens ils se disent la banque centrale elle émet un actif pour acheter un autre actif. Alors il y a un potentiel de perte, ça on est d'accord, tout ce que vous voulez, mais il y a un certain équilibre. Si vous émettez par contre de la monnaie pour aller faire de l'hélicoptère monnaie, c'est totalement différent. Et ça, vous pouvez le faire à un instant T pour régler une crise, le faire à l'américaine très très rapidement, mais vous ne pouvez pas le faire à très long terme. Donc la Chine ne peut pas aller devant les marchés et dire, nous maintenant, notre dette sociale, entre guillemets, qui est due au fait que les Chinois ils sont de plus en plus vieux et qu'il va falloir payer leur retraite, bon, on va émettre de la monnaie et puis on va tous vous niquer. Non, non, c'est pas possible. Donc leur seule solution, c'est de faire monter les prix des actions, parce qu'en faisant monter les prix des actions, ils permettent aux assureurs de faire des produits financiers, ce genre de choses, et la vie est comme ça. Après, est-ce que le point bas de la tech chinoise, c'est maintenant, dans 2 mois ou dans une semaine? J'en sais rien. Je sais juste que c'est pas cher. Voilà. Donc ça j'ai répondu. Que penses-tu de la théorie comme quoi les marchés financiers CAC DAX est corrélé au marché crypto ou inversement suivant les analystes? J'y pense que ça, je m'en fous. Voilà. J'ai pas d'avis là-dessus. Les cryptos ont déjà monté des moments où les marchés financiers étaient compliqués. Maintenant, quand les marchés financiers sont compliqués, les cryptos descendent. Je pense que ça dépend beaucoup de la construction des marchés. Après, forcément, plus les gens ont du levier, plus ils sont reliés à d'autres marchés, plus les problématiques d'un marché vont apparaître sur l'autre. Il y a un effet de contagion qui se met en place. Là où avant, c'est vrai que le marché crypto était plutôt un marché qui réagissait bien à une baisse des actions. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Après, attention aussi, on n'est pas au même point qu'il y a 2 mois, enfin qu'il y a 9 mois dans le marché des cryptos. Donc le Bitcoin il a beaucoup monté, l'Ethereum il a beaucoup monté. Les gens ils sont un peu là, ouais 100 000 sur le Bitcoin, 25 000 sur l'Ethereum et tout. Vous montez pas en ligne droite. Hein. Donc il y a toujours des moments un peu compliqués. Après, est-ce que dans quelques mois, les gens vont pas recommencer à acheter du Bitcoin quand les marchés tangueront en se disant c'est pas cher, c'est un safe, c'est un placement safe pour mettre de la valeur un peu comme l'or, peut-être. N'es-tu pas inquiet de l'évolution de Mint au vu de la hausse du marché de l'énergie et tout? On parle pas de valeur qu'on a dans le portefeuille. Donc voilà. Donc on parle pas de valeur. J'ai fait une mage il y a pas très longtemps. Voilà. Après, tu peux poser des questions directement sur le mail. J'y répondrai avec plaisir, mais on parle pas de valeur ici. Voilà. Je parlais plus du rapport avec l'impact des financements des entreprises chinoises et de la consommation intérieure. La Banque centrale chinoise a déjà réduit les obligations financières de ces banques. Donc ça c'est pour faciliter un peu le prêt. C'est justement parce que les conditions de prêt sont un peu plus tendues en ce moment à cause du fait que certains investisseurs internationaux ont déserté le marché chinois, que certaines banques
ont des activités un peu trop liées à Evergrande ou ce genre de choses. Donc du coup, on a réduit le niveau de capital nécessaire pour les banques chinoises pour prêter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que la Banque centrale a fait. Et c'est ça qui me fait dire que la Banque centrale chinoise est très au courant de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ils veulent pas sauver Evergrande parce qu'ils veulent faire un exemple, mais d'un autre côté, ils sont sur le terrain et ils font des choses. Parce que cette réduction de capital nécessaire pour emprunter, c'est vraiment quelque chose qui est fait en réaction à Evergrande et pour faire en sorte que le marché du crédit chinois soit un marché qui soit toujours intéressant et qui ait quand même de la liquidité sur le marché. Et ils ont rajouté de la liquidité sur ce marché du crédit. Ils ont fait marcher la planche à billets. Donc moi, je pense quand même que le gouvernement chinois, il est très à la manœuvre. Penses-tu... ton scénario est plutôt la faillite d'Evergrande et du soutien de la Chine des marchés financiers. Oui, oui. Mon scénario, c'est qu'on va faire un exemple avec Evergrande. C'est le but de la Chine. Les actifs d'Evergrande, après, ils vont être éparpillés un peu partout. Il y a des acteurs qui vont faire des bons coups, d'autres un peu moins. Sur les acteurs financiers, il y en a certains qui vont prendre de lourdes pertes, mais à mon avis, ceux-là, ils seront totalement aidés par la Banque centrale chinoise. Et je pense même que c'est peut-être le prémisse à quelque chose d'un peu plus violent de la Banque centrale chinoise sur les marchés financiers chinois, avec une mise en place d'une liquidité et d'un quantitative easing un peu plus fort sur l'année 2022. Mais avant de mettre en place un quantitative easing et de faire marcher la planche à billets, ils ont besoin de réduire la pression sur le secteur immobilier, de faire retomber, de montrer à leurs acteurs locaux qu'il faut arrêter de faire des conneries en montant des produits financiers trop complexes. Parce que Evergrande aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont monté des produits financiers qu'ils ont vendus à leurs propres employés. Donc ils ont vraiment monté tout un système de Ponzi très complexe. Donc ce que la Chine veut montrer, c'est qu'il ne faut pas faire ça. À mon avis, elle va le montrer dans le sang et les larmes. C'est-à-dire les investisseurs vont perdre leur chemise, le management va se faire harakiri, et ça va être très très violent là-dessus. Par contre, pour moi, ça va être, une fois que ça sera fait, une fois qu'ils auront mis en place, ils pourront mettre en place un effort financier de la Banque centrale un peu plus fort, parce qu'ils n'auront pas les problématiques de spéculation. Parce que les gens se diront, oh, on va pas trop spéculer et pas trop s'amuser à faire des conneries sur le marché immobilier, parce que si la Banque centrale nous rattrape, ou si notre entreprise elle fait faillite, on peut finir au fin fond d'un camp, voire même exécuter. Donc les gens ils vont faire gaffe. Donc moi je pense que là ils sont avec le bâton, ils vont taper fort avec le bâton, et 2022 ils vont nous sortir la carotte et nous dire vous inquiétez pas, on est là, et machiner. Et la Chine c'est souvent bâton-carotte. Ça a toujours été comme ça, et je pense que ça sera toujours comme ça, parce que en Europe, aux États-Unis, vous pouvez pas faire ce système de bâton-carotte parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. En Chine, si Xi Jinping il a décidé. Hein. Donc voilà. Oublions pas non plus qu'en Chine, vous avez une problématique assez forte. Vous avez commencé à avoir des gens dans le Parti communiste qui commencent à dire que l'omnipuissance de Xi Jinping est un danger. Et donc pour Xi Jinping, la seule manière de faire en sorte de contribuer à garder sa place, c'est quoi ? C'est si il arrive à justement avoir cette prospérité commune qu'il cherche. Parce que s'il y a de la prospérité, si tout le monde est gagnant, ce genre de choses, il y aura beaucoup de mal pour les gens, même au sein du Parti communiste chinois, d'évincer Xi Jinping. S'il commence à y avoir des difficultés, que les riches perdent de l'argent, que la retraite n'est pas assurée, ce genre de choses, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que d'ailleurs, cette notion de prospérité commune qu'ils ont mise en avant dans leur communiqué et tout, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de marketing. C'est vraiment une vision très chinoise. C'est-à-dire que comme vous êtes sur un pays communiste, mais avec une forte dose de capitalisme, il faut absolument qu'ils aient un certain équilibre entre les deux. Sinon, en fait, vous basculez soit d'un côté, soit de l'autre. Et Xi Jinping, il veut pas qu'on bascule dans le communisme pur, dans la dictature, et il veut pas qu'on bascule dans le capitalisme à l'américaine. Donc ils sont obligés de toujours manier correctement les choses. C'est pour ça qu'ils manient le bâton et la carotte. Que penses-tu de l'augmentation continue des prix de l'énergie ? Avec la forte hausse de l'énergie fossile, il semblerait que freinage du financement des nouveaux projets... Oui, alors il y a eu ça. Le nombre de projets pétroliers a diminué, donc forcément ça fait monter les prix. Après, vous avez autre chose, vous avez une spéculation qui est très très forte. Je vous signale qu'il y a quelques mois, le pétrole, on l'a acheté à prix négatif.
Quand qu'on faisait un peu de spéculation, on pouvait avoir du pétrole gratuit. Pendant quelques heures, mais on a pu avoir du pétrole gratuit. Et maintenant, le pétrole, il augmente de prix comme pas possible. Les choses changent très très vite. Les choses changent très très vite. Il y a énormément de dérèglements dans l'industrie mondiale. Il y a vraiment des gros dérèglements. Après, il y a une problématique de la hausse du prix du gaz. Pardon. Il y a une problématique qu'on atteint surtout en ce moment pour une raison assez simple. C'est que l'Angleterre, le Danemark et tous ces pays-là ont atteint leur pic de production depuis des années et la production commence à baisser. Et comme on n'a pas fait les infrastructures encore pour nous relier efficacement à la Russie, bah on a une capacité d'aller capter du gaz qui est un peu moins forte qu'avant. Et du coup, forcément, comme en plus on a fermé des centrales nucléaires, bah on marche plus aux énergies fossiles. Donc dès qu'il y a une petite pénurie ou un truc comme ça, les prix s'envolent. Attention, vous avez quand même des spéculations très très fortes sur le prix de l'électricité. Quand vous regardez le prix de l'électricité à la minute, vous avez des sérieuses spéculations. Vous avez un nombre de contrats ouverts sur l'électricité qui est ahurissant, hein, vraiment. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui spéculent derrière. Quand vous spéculez sur un prix, forcément vous faites décaler très très fortement de son prix de base. Moi je pense qu'à l'heure actuelle l'électricité est à un prix ahurissant, hein, vraiment, qu'elle va pas maintenir dans le temps. Mais c'est comme le bois. C'est-à-dire en fait la spéculation entraîne la spéculation. Vous avez, puis jusqu'à une certaine limite où le marché il se retourne. Je pense qu'il va y avoir un retournement du marché de l'énergie dans pas très longtemps. Après, vous dire quand est-ce qu'il va être, est-ce que le marché va encore prendre 200% avant de se retourner, j'en sais rien. C'est assez compliqué. Voilà. C'est des choses... vous allez avoir du mal à connaître les prix, hein. Je vous prends un exemple, d'accord? Ça, c'est le bois. Si j'ai pas fait une erreur dans ma demande, mais je crois que c'est le bois. Je vous l'envoie sur le slide, sur le chat. Ça, c'est le bois. D'accord? Vous voyez bien, hein, on a eu une explosion et après, ça s'est effondré. Est-ce que quelqu'un pouvait dire le plus haut, ça va être 1554 ou 2000 ou 3000? J'en sais rien. J'en sais rien. Ce que vous savez, c'est que après c'est reparti à 498. Et 498, c'est en dessous du plus haut de 2018. Bon, là, c'est un peu remonté depuis quelques temps. Depuis 1 ou 2 semaines, ça remonte. Bon, en 2020, on avait atteint un point bas, c'est-à-dire on payait ça autant qu'en 2013. Donc attends, il faut aussi comprendre qu'il y a un peu d'inflation dans le temps. Donc ce que vous payez X en 2012, même s'il y a eu une inflation de 1% par an, ça fait quand même payer X plus quelque chose quelques années plus tard. Donc voilà, on est monté très violemment, on est descendu encore plus violemment que ce qu'on est monté sur le lumber. Donc je pense que ça, voilà, je pense que toutes les matières premières vont avoir à peu près la même courbe. Après, il y a quelque chose de plus qui fait de la problématique, surtout pour les matières périssables comme le bois. Le bois, ça peut être périssable. C'est quoi ces problématiques-là? C'est les problématiques du fait que la chaîne logistique soit tendue en fait. Et le fait que la chaîne logistique soit tendue fait que vous avez du mal à décharger dans certains ports. Et du coup, si vous êtes sur des denrées qui sont périssables, vous avez des risques que votre denrée périsse dans votre bateau. Et du coup, le mec à qui vous devez la livrer va te dire bah, je te l'achète pas, elle a pourri. Donc ça pose des gros problèmes sur certains marchés. Le bois, ça avait fait décaler le bois à la hausse de manière considérable parce qu'il y avait des gros besoins de bois en Chine. Et en fait, comme la Chine était plus capable de décharger les bateaux, bah, les premiers containers de bois, ils sont arrivés, bah, ils ont pourri au port. Et du coup, bah, les industriels, ils n'avaient pas de bois, donc ils voulaient l'acheter encore plus cher pour l'avoir rapidement. Bon, après, c'est des choses qui se mettent un peu plus en place. Mais effectivement, votre truc le plus risqué, à l'heure actuelle, c'est la problématique du transport maritime. Le fait que vous ayez
plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente avant de pouvoir décharger dans un port, ça c'est très très critique. Et c'est quelque chose qu'il faut vérifier quasiment au jour le jour, parce que vraiment ça pose d'énormes problèmes. Donc ça j'ai répondu. La bouteille de Butagaz est passée à 30 euros, est passée de 30 euros à 37 en 2 mois. Ça risque de louper, de bouger socialement. Oui, oui, alors ça, vous avez un problème. Oui. Vous avez un problème là-dessus, effectivement. Mais les candidats à l'élection présidentielle, ils le montrent déjà. Hein. Vous avez un problème là-dessus. Et comment ça s'appelle? Et en France, le moyen de jouer là-dessus, ça serait de jouer un peu sur la TVA et sur les taxes liées aux produits. Mais le problème, c'est comme on a dépensé comme des gorées dans l'hôpital et ailleurs, c'est difficile au niveau du budget d'aller couper un peu dans les taxes. Donc ça, c'est un peu complexe. Tac, tac, tac. Un hiver très froid est prévu et ça ne devrait pas faire descendre les cours à court terme. Il y a de la spéculation et ta question, c'est quelle est la prévision du marché? C'est-à-dire, en dehors du fait que tu aies une... Ta question dans le marché de l'énergie, elle est assez simple. Quand est-ce que tu as un prix qui monte parce que tu es très proche du blackout? Ça, c'est parce que tu as beaucoup trop de demandes. Est-ce qu'il y a des risques de blackout en ce moment? Dans aucun pays de l'Union européenne. Est-ce que le réseau prévient qu'il y a des risques de blackout dans des pays de l'Union européenne? Absolument pas. Ça veut dire que le prix de l'énergie, il augmente, mais pas vraiment parce qu'on est très proche d'un blackout et que tout le monde va payer un peu plus cher pour être sûr d'avoir de l'électricité. Le prix, il augmente parce qu'il y a de la spéculation. Alors après, effectivement, on a perdu un peu en production cette année, donc si l'hiver est très froid, il peut y avoir des risques de blackout, donc de prix de l'électricité très très haut, mais bien plus haut que ce qu'on a maintenant. Ça, on est d'accord. Par contre, ta question, c'est est-ce qu'à long terme, on peut avoir un prix de l'électricité très très haut en dehors des moments où on va tous consommer comme des gorées parce qu'il fait moins 10 dehors? Non. Parce que bientôt, on va ouvrir des gazoducs avec la Russie, dans quelques mois. Et donc forcément, ça va apporter un nouveau flux. Et donc, il y a des choses qui vont se passer. Donc, à long terme, je pense plutôt que ça va descendre. En plus, on veut détruire le... Ouais, on veut détruire le nucléaire. Oui, parce que c'est sûr que le nucléaire... Après, par contre, là où il faudra faire très attention cet hiver, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup de centrales à l'arrêt en France, de centrales nucléaires. Et cette année, il semble que EDF ait fait en sorte qu'il y ait un peu moins de centrales. Sachant que comme les prix sont hauts, EDF a surtout pas intérêt à caréner des centrales maintenant. Donc, c'est comme toujours en bourse et dans les marchés. Il y a du plus, il y a du moins. Donc voilà. J'ai été coupé. Tu as des nouvelles sur l'offre crypto? Absolument pas. Pour le moment, je peux pas vous dire quand est-ce qu'on sortira une offre crypto. Les contrats électriques prévoient des prix plus élevés l'hiver. Oui, oui. Oui, oui. Mais il y a des prix plus élevés l'hiver. Après, le marché de l'électricité, c'est un marché qui est très très complexe. Je vous dis pas que le prix va diminuer cet hiver. Je vous dis juste que le prix actuel, il est déconnecté de l'offre et de la demande du marché. Il y a de la spéculation dessus. Donc vous n'avez pas un prix qui est juste. Si on peut avoir un prix qui est juste. Mais je pense même qu'il est très éloigné de la valeur réelle du prix de l'électricité à l'heure actuelle. Donc voilà. Mais ça, c'est des choses qui vont s'adapter avec le temps. Et qu'on va travailler avec le temps. Mais là, à l'heure actuelle, oui, c'est très très cher. Je pense que ça peut l'être encore cet hiver. Mais après, à mon avis, ça va diminuer très fortement. De toute façon, si vous prenez le marché français, ça n'a pas de sens. Le prix de l'électricité sur le marché français à l'heure actuelle n'a pas de sens.
Parce que la France est exportateur net d'électricité. Donc en fait, ça veut dire que notre capacité d'utiliser l'électricité est plus faible que ce qu'on produit réellement. Donc en théorie, l'électricité de chez nous devrait voir son prix diminuer. La vérité, c'est que comme on en vend à nos voisins et que nos voisins, ils n'ont pas forcément cet équilibre, nos voisins, le prix monte chez eux, donc ça fait monter le prix chez nous. Mais attention, il y a certains voisins qui commencent à être sur des choses intéressantes. Vous commencez en Espagne à avoir du mégawattheure ajouté qui est très très important, ce genre de choses. Après, vous avez un problème sur le prix de l'électricité, qui est le problème du prix du, qui est le problème du prix du gaz, parce que le gaz est très utilisé en Allemagne et en Pologne. Et donc le fait que le gaz soit très utilisé en Allemagne et en Pologne fait monter le prix de l'électricité au niveau européen. Mais ça, quand le nouveau gazoduc avec la Russie va être mis en production, le prix va diminuer très fortement. Non, pas vraiment. J'ai pas de chaîne Twitch que je recommande. Je regarde un petit peu des chaînes Twitch américaines sur les cryptos qui sont intéressantes. Mais sinon, en investissement, pas grand chose sur Twitch. Il y a beaucoup de trading sur Twitch. Des fois, je regarde des traders. Mais je peux pas vous conseiller parce que je sais pas vraiment s'ils sont bons ou pas bons, quoi. Donc voilà. Voilà. Les projets gaziers sont aussi à l'arrêt. Oui, oui, il y a beaucoup de projets qui sont à l'arrêt. Après, là, on ne parle pas de projet, hein. Là, on parle du pipeline avec la Russie. Après, à très long terme, il y a une autre problématique, c'est est-ce que le fait qu'on ait ralenti l'exploitation, d'accord, donc les projets, va tellement limiter la disponibilité de gaz et de pétrole que ça va faire monter l'énergie à plus long terme. Mais ça, c'est encore autre chose, je vous dirais. Je pense que déjà, on est sur un horizon de temps qui est plus de 3-4 ans pour ça. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup la capacité de certains à pomper. C'est-à-dire, si les Saoudiens ils veulent pomper, ils peuvent pomper. Si les Qataris ils veulent pomper, ils peuvent pomper. Si les Russes ils veulent pomper, ils peuvent pomper. Donc à mon avis, je pense qu'on sous-estime largement la capacité des acteurs à trouver rapidement des champs et à mettre rapidement des champs en production. Donc s'il y a une réelle volonté, s'il y a un réel prix qui se maintient aux alentours de 70$ le baril, il y a moyen d'aller trouver du gaz. D'ailleurs, vous commencez à voir des gens qui sont autour du gaz, qui commencent à vous dire on relance les exploitations parce qu'à ce prix-là, tout devient rentable. Donc généralement, quand tout devient rentable, même les gisements les plus complexes et tout, c'est que vous n'êtes pas loin du top, hein. D'ailleurs, regardez, l'acier, on a passé notre temps à nous dire, moi je me souviens, l'acier au Q1, j'entendais des gens me dire, vous vous rendez pas compte, mais on a détruit tellement de capacités de production en Europe, en Chine et tout, que vraiment, avec le monde qui repart là, l'acier il va exploser en ligne droite pendant 2 ans. Il suffit d'Evergrande pour que l'acier il se casse la gueule. Et je peux vous dire que le ralentissement du marché chinois de l'immobilier ne justifie pas le différentiel d'acier qu'il faut pour faire monter un prix de x4 je descends de 50%, quoi. C'est pas possible. C'est juste que vous avez des gens qui spéculent et qui vont du coup enlever de l'acier du marché pour jouer leur spéculation, ce genre de truc. Mais c'est parce que plus on est dans un monde financier,
plus on crée des extrémums qui sont violents. Excusez-moi. Mais je pense que ça va se réguler avec le temps. Donc voilà.